Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cette présentation Appui Livre. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'horaire, on a deux présentations de prévues. On va commencer avec les éditions Prise de parole. C'est moi qui vous ferai la présentation. Et dans un deuxième temps, Rose, cet après-midi, que vous pouvez voir à l'écran. Rose, si tu dis un petit bonjour, tu vas apparaître à l'écran. Donc, Hello! alors, vous voyez Rose, Rose qui travaille avec nous depuis le mois d'octobre. Rose vous fera une présentation cet après-midi des éditions Les Ailés. Je vais commencer avec une présentation de Pouce Carré en bonne et due forme. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui en êtes à votre première animation avec nous. Il y a des visages que je reconnais, on se connaît depuis longtemps. Alors, Pouce Carré, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 3 ans. Moi, personnellement, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu du livre. J'ai fondé Pouce Carré, donc il y a 3 ans. Et l'objectif, c'était d'offrir des occasions de rencontre entre le milieu du livre et les milieux pédagogiques un peu partout au Canada. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On représente, bon an, mal an, chez Pouce Carré, je dirais 20 à 25 maisons d'édition. Donc, on est vraiment des représentantes en littérature jeunesse. C'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui, le travail de représentation. Alors, on représente 20 à 25 maisons d'édition. Puis, on fait des présentations de livres qui sont gratuites comme ça auprès des gens qui travaillent dans les milieux scolaires, que vous soyez enseignant, bibliothécaire, Normalement, technicien en documentation. il devrait être en mesure là, C'est juste, Nancy, de t'arranger ça. Puis si on jamais entend tu es ton mal son. pris puis que tu as besoin d'aide, ben, de un, oui, Puis, Patrick peut t'aider. Mais Cynthia, je te pas dirais, très long, c'est je pas pense que mal elle. ah, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, j'étais en train de vous dire donc qu'on donne comme ça des présentations de livres aux personnes qui travaillent dans les milieux scolaires, dans l'objectif de vous faire découvrir les livres des maisons d'édition qu'on représente. Donc, aujourd'hui, on a planifié une présentation pour vous avec deux maisons d'édition. Cette année, on a fait un petit peu moins de présentations qui sont ouvertes à tous comme ça, mais on sent que c'est un besoin donc qui nous est souvent manifesté. On en a fait un petit peu moins parce que le temps filait très vite et aussi parce qu'on en avait fait beaucoup l'année dernière. Puis à un moment donné, ben, on veut vous présenter des maisons qu'on ne vous a pas déjà présentées. Ça m'amène à vous inviter à aller sur notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir réécouter plein de présentations qu'on a faites au cours des dernières années. Et ma collègue France, qui est aussi partenaire avec moi dans l'entreprise, donc qui est à l'écran. France, si tu veux dire un petit bonjour, on va te voir. Faut que tu allumes ton micro, par exemple. Donc, c'est toujours la même, c'est ça la technologie. Alors, Bon, excusez, je suis techno nulle. Ben, bonjour à tout le monde, puis je vous remercie de vous être inscrite à la journée aujourd'hui, puis je vous souhaite une excellente présentation. Merci. Ben, France, que vous voyez donc, qui est partenaire dans l'entreprise, France, c'est elle probablement qui vous a, c'est elle ou moi, une des deux, mais France a fait beaucoup d'envois personnalisés pour cette journée aujourd'hui pour justement que toutes les personnes à qui elle parle en cours d'année, qui lui disent, moi, j'aimerais ça une journée soit préenregistrée ou une journée où je peux m'inscrire de façon libre, donc elle vous a contacté pour vous inviter. Alors, France, elle travaille au développement pour Pouce Carré, en plus de toutes les tâches connexes, là. Elle travaille au développement pour faire connaître notre offre de service un peu partout. En plus des journées comme aujourd'hui, donc, qui sont en inscription libre, vous pouvez nous demander aussi de préparer une journée spécifiquement pour vous, pour votre équipe. Donc, on se parle, on choisit une date, on regarde quels sont les besoins que vous avez. Vous voulez découvrir des BD, vous voulez découvrir du roman, vous voulez découvrir des livres pour l'adaptation scolaire. Donc, on se parle, puis nous, on fait une préparation pour vous, puis soit en virtuel ou en présence, on vous fait cette présentation de livre-là. Quand on est dans la présentation de livres, comme ça, avec les maisons d'édition avec lesquelles on travaille, comme je le disais, c'est toujours gratuit. France, à l'écran, essaie de me montrer quelque chose, mais je vois pas du tout ce qu'elle essaie de me montrer. Je pense que ça se voulait subtil. Je sais pas si tu veux nous dire quelque Je vais chose. juste vous rappeler, ça serait une bonne idée de vous inscrire à l'infolette si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, ben, on va vous envoyer, merci France, c'est très pertinent. On va vous envoyer donc à la fin de cette présentation-là l'enregistrement. Même si vous y avez participé, vous allez aussi recevoir la bibliographie. Puis je vais mettre un lien pour vous inscrire à l'infolettre. Même France, si tu as le petit formulaire sous la main qu'elle t'envoie, tu peux le mettre directement dans la conversation de la rencontre aussi. Comme ça, les gens vont pouvoir le faire en même temps que la présentation aura lieu.
En plus de nos présentations de livres, on fait toutes tâches connexes, on fait des fiches pédagogiques, on fait des animations auprès des jeunes, des formations pour les enseignants dans les congrès, les conférences où là, on est vraiment à l'extérieur de la représentation, on est dans la formation de contenu et tout ce qui est plaisant en lien avec le livre. On aime vraiment que ce soit intéressant, puis on a notre propre entreprise, alors on choisit un peu ce qu'on veut faire. Voici pour la présentation donc de Pouce Carré. Puis lorsque Rose fera son atelier cet après-midi, elle aura l'occasion aussi de se présenter un petit peu plus en détail. France et moi, on sera là aussi pour répondre à vos questions dans le chat ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, donc cette première présentation, c'est de vous présenter une maison d'édition qui s'appelle les éditions Prise de parole. Les éditions Prise de parole, c'est une maison d'édition franco-canadienne qui est située à Sudbury, en Ontario. Donc, on est vers le nord de l'Ontario. Et c'est une maison d'édition francophone qui aime beaucoup donner une voix à la littérature francophone et à différentes voix d'ici. Parmi les particularités des éditions Prise de parole, on va retrouver entre autres beaucoup de théâtre, beaucoup de poésie. On a aussi du roman. Pour les plus jeunes, on a des albums. Les littératures autochtones aussi seront représentées là, avec une panoplie d'ouvrages. Aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer vraiment principalement au théâtre, notamment parce que lorsqu'on organise les journées Pouce Carré, nous, on veut entre autres joindre des personnes qui parfois sont dans différentes communautés francophones canadiennes. D'ailleurs, si vous voulez nous indiquer dans le chat d'où vous nous écoutez, on est toujours curieuse de le savoir ici. Alors, ben, on sait que, entre autres, le théâtre, déjà, c'est un genre qu'on a un petit peu moins souvent là, sous la main, qu'on utilise peut-être un petit peu moins souvent avec les jeunes. Mais ça nous permet de travailler l'oralité. Donc, ça nous permet de travailler aussi la lecture à voix haute et de travailler à l'oral. Puis, ben là, je vois que vous avez des gens de l'Outaouais, Shawinigan, Calgary, Gaspé, Montmagny. On ratisse quand même pas mal large. Manitoba. Alors, c'est vraiment le fun. On a des gens d'un peu partout. Et vous allez voir aussi, on va avoir une littérature qui nous vient d'un peu partout. La Nouvelle École, Lillet, Côte-du-Sud. Ah, Lac-Saint-Jean. C'est bon, ça. On a vraiment une panoplie de personnes de différents horizons. Donc, ce qui me fascine aussi, moi, puis c'est peut-être un petit peu avec cet œil-là que je vous invite à observer les pièces de théâtre qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Ben moi, ce qui me fascine, c'est toujours d'imaginer comment ça pouvait être monté sur scène. Alors, il y a des écoles dans lesquelles il y a des programmes d'art dramatique et ben, c'est ce que je me dis tout le temps, comment les élèves dans ce programme d'art dramatique-là pourraient faire, par exemple, une scène de cette pièce-là, à comment on pourrait imaginer ensemble la scénographie, les décors, les éclairages, les sons. Alors, on peut vraiment aller ratisser large avec une panoplie de disciplines qu'on va pouvoir toucher avec ces pièces-là. On va découvrir du théâtre pour les plus jeunes, niveau primaire, puis on va découvrir après ça aussi des pièces pour le secondaire. Donc, on va toucher tous les âges. Puis encore là, je vous invite à rester assez ouvert dans votre découverte parce qu'il y a des pièces qui pourraient tout à fait être utilisées au primaire comme au secondaire. Des fois, on va aller voir des deuxièmes sens, deuxième niveau. Je vois Mélanie qui hoche la tête, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Donc, on peut aller ratisser large là, avec ces pièces-là. Débutons, sans plus attendre, avec les premières pièces. On va filer comme ça jusqu'à 11h45, puis après ça, il y aura l'heure du dîner, puis on reprend par la suite. Je commence avec une proposition, à mon sens, vraiment très originale, qui est peut-être aussi assez rare. Vous me direz si vous en avez déjà vu. C'est de l'album théâtral. Donc, on est dans un jeune public avec une pièce qui est représentée sous forme d'album, magnifiquement illustrée. C'est un texte de Sarah Mignon qui est illustré par Valérie Desrochers. Ça s'appelle Dans tous les sens. Et la thématique principale qui sera à l'honneur de cette pièce-là, c'est il y a plusieurs thématiques, mais une des thématiques, c'est la langue et les expressions principalement en lien avec le corps humain. Et là, à chaque page, vous allez avoir une série d'expressions à découvrir avec les élèves. Ça peut donc paraître être un texte simple,
court, mais attention, on va avoir envie de travailler la langue avec les élèves. C'est un texte qu'on va pouvoir lire et relire et relire. On va parler aussi de l'amitié. On va parler aussi de la différence, donc des jeunes qui sont un peu différents des autres, qui n'ont pas les mêmes relations avec les autres, qui se sentent un peu à part, puis qui vont créer leur propre univers. On a deux personnages principalement. Là. Il y a un personnage qui a une parole à la fin, là, mais sinon, on a deux personnages qui sont Joe et Cam, que vous pouvez voir ici. Donc, je vous présente les deux personnages. Vous avez ici donc un aperçu de la mise en page pour ce qui est du texte. Ce sont toujours des phrases très courtes, rarement plus d'une ou deux lignes. Donc, on a vraiment un dialogue qui est très rapide. Joe et Cam sont des personnages qui pourraient autant être des garçons que des filles. C'est pas très important. L'écriture épicène, d'ailleurs, va être utilisée avec le point médian puis le E qui est rajouté à la fin si on a ami, disons AMI, point E. Donc, ça peut être un garçon ou une fille. Ça n'a pas une grande importance. D'ailleurs, Joe et Cam on comprend qu'ils sont comme peut-être dans une fête d'anniversaire ou un événement où il y a beaucoup d'enfants. Puis, ils se réfugient au grenier ou dans une pièce là, qui est fermée parce que les autres, ben, ils essayaient de les attraper. On comprend qu'ils sont un peu mis à part du groupe parce qu'ils sont différents. Ils se retrouvent, donc c'est des amis, ils se retrouvent dans une pièce, on voit un peu un bric-à-brac. Puis, ils vont décider ensemble c'est des enfants qui sont habitués de construire des machines, des choses, des inventions ensemble. Ils vont décider de se construire un ami. Alors, avec des objets qu'ils vont trouver dans le bric-à-brac, ils vont se construire une espèce de personnage qui va devenir leur ami. Puis d'ailleurs, ils vont se questionner, est-ce que ce serait un ami I ou un ami E? Une amie E, c'est pas vraiment important. La réponse à cette question-là, ils se disent ça entre eux. Qu'est-ce que ça change au bout du compte? Et avec des objets comme ça, ils vont construire leur ami puis l'inventer d'une façon qui leur convient, avec un ami qui les acceptait comme ils sont. Sauf que c'est l'occasion, comme je vous disais, de travailler les parties du corps. Je vais vous lire un petit extrait ici, donc une alternance entre Joe et Cam. Cam dit, par quoi on commence? Joe, faisons le tronc en premier. Cam, c'est pas un arbre qu'on fabrique. Joe, son corps, Cam. Oui, mais quelle partie? Son tronc? La partie du milieu. Ah, d'accord. Voilà. Je trouve qu'il a l'air maigrichon. Je pense que ça lui prend une panse. Ou bedon, un petit bedon. Et voilà pour le nombril. Puis là, ils viennent de poser ici le nombril et le bedon avec le nombril qui est un ballon avec un. On voit qu'ils vont mettre là un petit. Voyons, un petit bouton. Alors, on s'en va après ça dans les expressions. Joe va dire, Cam, pourquoi tu fais la tête? Cam, je fais pas la tête, je t'attends. Joe, tu fais la tête, tu boudes. Cam, toi, tu n'en fais qu'à ta tête, tu ne m'écoutes pas. Joe, et si on faisait sa tête à elle? Cam, on pourrait utiliser un de ses masques. Là, Joe, il dit, Cam, tu sais tu sais ce qu'on dit des têtes de cochon? Cam dit qu'elles sont intelligentes. Joe, les cochons sont peut-être intelligents, mais ils sont aussi têtus. Cam dit, ah bon, celle-ci alors? Alors là, il essaie de mettre des masques. Même chose. Puis là, Cam a dit, pourtant, une tête de mule et une tête de cochon, ça ne se ressemble pas. Mais pourtant, c'est deux expressions qu'on va utiliser pour dire quelqu'un de têtu. Une tête de mule, une tête de cochon. Là, Joe dit, une tête de pioche non plus, mais c'est pareil. Et là, Cam va répondre, ces têtes peuvent toutes être des têtes d'entêtés têtus. Alors vraiment, la langue est utilisée. On peut vraiment travailler, même je dirais, si on veut travailler à long terme avec cette pièce-là, on pourrait la travailler partie du corps par partie du corps. Donc, on peut faire une lecture complète de la pièce avec les élèves, dire, écoutez, il y a des expressions qui vont passer dans les mailles du filet. C'est encore une expression. Il y a une expression que vous n'allez pas nécessairement saisir à la première lecture, mais après, on va le reprendre. Puis une journée, on travaille les expressions de la tête, une journée, des expressions des mains, des expressions. Vous allez avoir les deux pieds dans la même bottine. Et à la fin, vous allez avoir un petit glossaire. Puis on dit que les mots vont dans tous les sens et c'est pour ça que la pièce s'appelle comme ça. Puis vous avez un glossaire d'expressions.
Il y a une dizaine d'expressions qui vous sont, 9 expressions qui vous sont présentées. Il y en a vraiment plus que ça dans l'ensemble de la pièce. Donc après ça, vous pouvez jouer à dénicher les expressions et leur trouver une définition. Puis quand on veut trouver une définition, en premier, on essaie de faire naître la définition des élèves, hein, puis après ça, ben, on vérifie si certains avaient eu la bonne réponse à la définition. On va parler de passer à deux doigts de réussir quelque chose, se prendre pour le nombril du monde, faire des pieds et des mains, attraper quelqu'un par la peau du cou, motus et bouche cousue, les doigts dans le nez, à un cheveu de réussir quelque chose, ne pas baisser les bras. Et là, on pourrait même juste ensemble se dire, connaissez-vous d'autres expressions avec le corps humain? On en aurait pour 1 heure à jaser de ça. Donc, avec les élèves aussi, même avant de commencer à la lecture de la pièce, vous pourriez leur demander qu'ils vous fassent une liste des expressions qu'ils connaissent. Puis après ça, ben, on lit la pièce puis on regarde lesquelles on a trouvées. Ah, même, ça me fait penser, ça ferait une bonne activité. Vous demandez aux élèves, surtout s'ils ont un niveau de français quand même assez soutenu, vous faites une liste d'expressions en lien avec le corps humain. Vous essayez d'en avoir au moins une 20, 24, 25 pour pouvoir vous faire un bingo. Puis là, quand vous lisez la bande dessinée, si il y a une des expressions qui est trouvée, on peut mettre un point sur notre bingo, puis on essaie de réussir à faire une ligne complète. Pourquoi pas? Ça pourrait être un petit jeu comme ça qu'on organise avec eux. Donc, premier exemple comme ça d'une pièce de théâtre qu'on va trouver sous forme d'album. Vous avez également une pièce de Thompson Highway qui a été publiée sous forme d'album. On est dans une pièce là, qui pourrait convenir à un public peut-être un peu plus vieux, j'irais au troisième cycle même. Je pense aussi au début du secondaire, étant donné l'aspect visuel hein, qui est un petit peu plus vieux. C'est une pièce qui s'appelle Les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin. Donc, c'est un cabaret musical de Thompson Highway illustré par Sue Todd. Thompson Highway est un auteur cri du Manitoba qui a beaucoup publié d'ouvrages romans, il a publié des pièces de théâtre, il a publié aussi, travaillé dans la chanson, dans la musique. C'est vraiment un artiste pluridisciplinaire qui parle aussi français. J'ai eu la chance d'écouter une entrevue qu'il a donnée, entre autres, si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver des entrevues qu'il a données où il parle de son processus créatif. C'est un homme quand même assez âgé, donc qui a beaucoup vécu beaucoup d'expériences. Puis, donc, illustré par Sue Todd et traduit par Carl Philippe Gionnet, vous avez cet album magnifique, Les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin. Je vais approcher un peu l'illustration. On est vraiment dans une illustration qui est plus je dirais, graphique, un style qui est vraiment spécifique. On pourrait avoir l'impression même que c'est de l'estampe. Parce qu'on a vraiment l'impression, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça là, à l'école, mais je me rappelle dans un cours d'art plastique, là, on avait une espèce de, je sais pas si c'était pas un linoléum, là, mais on avait une espèce de plaque, puis là, on grattait la plaque avec une buse, puis après ça, on mettait de l'encre, puis on faisait une estampe avec ça. Donc, il y a un style qui ressemble à ça, mais avec des couleurs vraiment éclatantes. C'est un théâtre musical dans lequel il y a majoritairement 2 personnages, donc Marie-Jeanne Maringouin et le public. Donc, le public est amené à répondre, à interagir. D'ailleurs, Marie-Jeanne Maringouin va apprendre au public des mots en cri que le public doit répéter. Donc, on comprend que si on avait une représentation là, en salle, il y aurait une interactivité importante entre l'actrice ou l'acteur et le public. Puis, il n'y a pas vraiment de quatrième mur là, qui s'installe entre les deux. Donc, ce mur qui fait que le public, on est comme à l'extérieur de ce qui se passe. Le public fait partie de ce qui se passe. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui écrit, attendez, peut-on éclairer? Ah oui, effectivement, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que je sois en meilleur affichage, vous allez en haut à droite, vous cliquez sur Afficher, puis vous mettez Intervenant. Donc, c'est la première ligne dans l'affichage, puis là, vous devriez me voir en grand. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais m'épingler. Tiens, ça va vous aider peut-être à mieux me voir. Comme ça. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose peut-être pour ceux qui me regardent? Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Chelsea, vous pouvez m'écrire dans la conversation pour me dire si c'est mieux comme ça. Et ça devrait être effectivement en plus grand écran. Ah, Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou, elle a levé la main. Je t'invite à prendre la parole. Non? Ah non, c'est une erreur. OK.
C'est Non, bon. mais en fait, c'était une erreur, mais pendant que je suis là, juste à savoir comment les droits de, disons, si on a plusieurs qui jouent ce rôle, est-ce qu'on peut photocopier? Est-ce qu'on peut, comme, à quel moment l'autre que vous allez vous avez présenté? Est-ce qu'on achète plusieurs copies de cette pièce de théâtre pour nos élèves, disons, qu'on veut présenter? Normalement, le droit d'auteur demande à ce qu'on ne photocopie pas les œuvres pour les distribuer. Effectivement, on n'est pas supposé, c'est une très bonne question, Marie-Laure, on n'est pas supposé de photocopier les œuvres pour les distribuer. Pour ce qui est que, comme dans tous les sens, c'est une œuvre qui se lirait vraiment bien à deux, là. On pourrait être côte à côte pour faire la lecture. Il existe aussi, il faudrait que je vérifie pour dans tous les sens, c'est une bonne question, mais je pense qu'on a accès aussi aux versions PDF qu'on peut acquérir. Je vais vérifier ça. Peut-être si je peux vous demander, Rose, si tu veux regarder sur le site web de Prise de parole, s'il existe une version PDF, ça pourrait être, merci, ça pourrait être une bonne solution aussi d'acquérir l'œuvre en PDF. Puis là, ben, on peut à ce moment-là l'afficher à l'écran pour la classe, mais on n'est pas supposé de répandre le PDF non plus, là, d'en donner un exemplaire à chaque personne. Mais donc, à ce moment-là, sinon, ben, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir plus qu'un exemplaire. Ce sera le cas, entre autres, lorsqu'on va arriver aux œuvres pour les adolescents. Donc, ça pourrait être une lecture où chacun a son exemplaire de l'œuvre, puis à ce moment-là, ben, on peut en faire une lecture qui est partagée en classe. J'espère, Marie-Lou, que ça répond à ta question. Parfait, merci. Je vais poursuivre. Et là, j'espère, c'était Chelsea, j'espère que vous voyez mieux, que l'affichage est plus efficace pour vous. Alors, je vais poursuivre avec la pièce de Thompson Highway ici. Donc, Marie-Jeanne Maringouin. On a accès à un personnage qui s'appelle Marie-Jeanne Maringouin, qui est la seule Maringouin qui existe qui n'a pas d'aile. Alors, comme elle n'a pas d'aile, ben, elle est différente des autres. Et non seulement elle est différente des autres, mais elle se fait pointer par l'enseignante à l'école qu'elle fréquente comme étant différente des autres. Donc, on nous dit vraiment là, que l'enseignante l'a identifiée puis que régulièrement, elle rappelle sa différence aux autres, au point où, à un moment donné, Marie-Jeanne va demander à sa famille de pouvoir aller vivre chez sa tante et sa tante qui habite à Winnipeg. Donc, on part de Petit-Petit-le-Pas, puis on va se rendre à Winnipeg. Et à Winnipeg, elle va vivre chez sa tante où elle va avoir une meilleure expérience dans un milieu scolaire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous raconte que la pièce doit être adaptée en fonction du lieu où elle est jouée. Donc, si par exemple, elle est jouée, je vais dire n'importe quoi, là, à Brompton, en Ontario, ben, on raconte que Marie-Jeanne s'est finalement rendue à Brompton, en Ontario, pour rencontrer des gens parce qu'on lui a dit que dans cette ville-là, il y aurait des gens qui pourraient être ouverts puis devenir son ami. Fait qu'on interpelle vraiment, vraiment le lecteur ou l'auditeur, dans le cas d'une pièce, le spectateur, comme étant la personne qui va être gage d'ouverture d'esprit. Donc, c'est dur de rester fermé après ça quand on s'est fait dire, ben ici, chez vous, on sait qu'il y a de l'ouverture d'esprit. Euh, Regardez l'enseignante, comment elle est représentée. Elle est impressionnante, elle est plus grande que la tour du CN, hein. Donc, elle est vraiment décrite par l'enfant comme vraiment une espèce de monument là, auquel on ne peut pas parler, qui est très impressionnant. Rose, est-ce que tu as réussi à trouver la réponse à notre question? Je te laisse ouvrir ton micro. Oui, j'ai mis dans le chat celui pour Jeanne Maringouin. Ah oui, donc le Et PDF si on va, existe. ouais, si on va sur le site de prise de parole, sur les fiches des livres, il y a l'option pour se procurer le PDF. Excellent. Ça me fait penser. Merci beaucoup pour ta De recherche. rien. Je vais juste finir de vous montrer ce livre-ci. Vous allez voir, on a quand même un texte qui est assez long. Puis c'est un cabaret musical. Alors, vous avez une alternance entre les chansons qui sont écrites et les monologues. Donc, il y a les deux types qui sont utilisés. C'est aussi une pièce qui nous permet de parler des monologues et parler des didascalies, qui est un élément important qu'on va trouver dans le texte de théâtre. Ici, donc, on a le texte qui est en italique qui nous dit ce qui se passe pendant la pièce. Donc, c'est un peu comme les indications scéniques pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Un texte quand même assez long, des blocs de texte assez importants, mais évidemment, ben, un thème qui est central dans les écoles là, aujourd'hui.
Ça me fait penser, Rose, parce que tu nous as mis un lien vers le site web. Je voulais absolument vous montrer ce site. C'est un bon moment pour y accéder. Je vais partager moi-même le site web des éditions Prise de parole. Puis, je voulais vous montrer, si vous allez, vous avez à l'accueil les nouveautés, et si vous allez voir ici la petite section qui s'appelle « Et de plus ». On clique ici, puis regardez, vous avez des fiches pédagogiques. Et je vais vous mettre aussi dans la conversation, dès que j'ai terminé le partage d'écran, je vais vous mettre la bibliographie de la présentation. Puis dans la bibliographie, les fiches pédagogiques, elles ont été mises en lien. Donc, vous allez aussi pouvoir cliquer sur les fiches pédagogiques dans la bibliographie pour avoir un accès direct. Vous en avez vraiment beaucoup des fiches pédagogiques sur plusieurs pièces, des pièces pour un jeune public, des pièces pour les plus vieux, sur la poésie, sur les recueils de nouvelles, sur aussi des récits. Et les fiches pédagogiques, elles sont faites par le regroupement des éditeurs franco-canadiens, le REFC. Le regroupement des éditeurs franco-canadiens regroupe des éditeurs hors Québec qui font de la littérature en français en leur offrant des services regroupés. Et franchement, ils font des fiches pédagogiques vraiment excellentes, exhaustives, très, très, très complètes. Si on va voir, par exemple, ici, je vais aller voir avec Frontières libres de Marité Morin. Vous avez donc la fiche pédagogique qui est ici. Et vous avez 19 pages de fiches pédagogiques. C'est aussi un outil qui vous permet d'avoir un très bon résumé de l'œuvre. On vous explique comment l'œuvre a été créée, les particularités de l'ouvrage. Vous avez encore plus d'informations que si vous allez lire la 4e de couverture. Donc, ça peut aussi vous aider dans vos choix si jamais vous voulez faire des choix d'œuvres. On vous parle de l'autrice, puis ensuite, vous avez des pièces à faire avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture. C'est super détaillé. Le temps que ça prend, comment on le fait, la démarche. Donc, vraiment, vraiment, là, énormément de contenu. Allez voir ce qui se passe sur le site des éditions Prise de parole. Vous allez pouvoir chercher les versions PDF, puis vous allez pouvoir chercher les documents pédagogiques. Je vais poursuivre, le temps file à vitesse grand V, je vais poursuivre avec rapidement parce qu'on a parlé de Thomson Highway. Thomson Highway a aussi proposé une série d'albums. Je vais vous les montrer rapidement avec toujours les mêmes personnages qui sont mis en valeur. Donc ici, on a Le Chant des caribous. C'est des albums qui sont en français et en cri. Vous avez également Un renard sur la glace. Puis vous avez ici les libellules cerfs-volants. 3 illustrateurs différents. Donc, dans le cas des libellules cerfs-volants, c'est Julie Flette, que vous avez peut-être vu dans plein d'autres albums. Elle a vraiment une œuvre qui est de plus en plus foisonnante. Moi, c'est un type d'illustration que j'aime particulièrement. Vous avez ici, Brian Daines-Ouchy. Et, non, pardon, Brian Daines. Et vous avez également les illustrations de John Rombourg. Alors, ce sont 3 histoires qui mettent en vedette les frères Joe et Cody. Joe et Cody sont 2 frères qui vivent avec leurs parents. Ce sont des cris et ils vivent des aventures, comme jeunes enfants, avec leur chien qui s'appelle... laissez-moi me rappeler du nom du chien. Moi, les noms, hein, vous savez, j'oublie toujours les noms du chien. On nous le dit toujours au début de l'album. Je vais aller lire la première page, puis là, on apprend toujours le nom du chien. Outil, je pense. Joe et Cody habitaient avec leur maman, leur papa et Outi, le chien noir de Cody. Ils habitaient trop loin au nord pour la plupart des arbres. Presque toute l'année, les lacs et les îles et les rivières et les collines étaient couvertes de neige. Alors, vous avez comme ça des histoires qui vont raconter, je vous dirais, des tranches de vie. Alors, un moment dans la vie de cette jeune famille-là, que ce soit le départ pour la chasse au caribou et ils vont faire une danse et un chant, Joe et Cody, pour attirer les caribous. On va avoir la pêche sur la glace avec les chiens, les chiens de traîneau qui vont partir à courir après un renard, parce que renard, quand on est un chien de traîneau, ça sent bon puis c'est attrayant, hein. Donc, les chiens qui partent à courir, mais c'est parce que dans le traîneau, il reste la maman puis il reste un des enfants. Fait que là, il faut courir après le traîneau pour aller le rattraper. Puis les libellules cerfs-volants, c'est les vacances d'été au bord de l'eau où les enfants, on a tous eu des histoires de vacances d'été où on a des souvenirs de ce qu'on faisait. Dans ce cas-ci, les enfants capturaient des libellules qui étaient leur animal de compagnie pendant les vacances d'été. Puis ensuite, ils rêvaient la nuit qu'ils continuaient à jouer avec leurs libellules. Donc, c'est vraiment de très beaux albums de Thomson Highway sur l'enfance, le jeu des enfants aussi, l'espèce de liberté qu'on peut avoir là, dans le jeu de l'enfance. Je voudrais aussi rapidement vous présenter 2 pièces de théâtre
pour le jeune public, plus traditionnel, donc dans une publication qui est plus traditionnelle. Puis après ça, on passe au théâtre là, qui va être classé davantage dans le théâtre pour adolescents, parce que, comme je le disais, le temps file à vitesse grand V. J'ai deux pièces que je vais vous présenter qui sont bien différentes l'une de l'autre. Je vais commencer par une pièce de Michael Gauthier qui s'appelle Mathieu Mathématiques. Cette pièce-là, on nous dit qu'elle est pensée pour un public de 5 à 12 ans. Moi, je vous dirais, je pense quand même à un public d'âge scolaire, là. Préscolaire, on pourrait s'amuser, on pourrait comprendre, mais d'âge scolaire, ben, parce qu'on parle des mathématiques. Alors, c'est sûr que quand on a quelques notions mathématiques, on a un petit plus, l'élève se sent un petit peu plus intelligent parce que là, il comprend un peu les notions qui sont racontées. On se retrouve avec un enfant qui s'appelle Mathieu, c'est écrit dans le titre, qui est doué en mathématiques, mais il est extrêmement doué. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas fait une erreur dans un examen de mathématiques. Alors, il comprend, puis dès que la professeure, Madame Amiotte, dès qu'elle pose une question, il connaît la réponse. C'est un peu comme s'il y avait une calculatrice dans le cerveau. Donc, on peut lui demander un calcul, puis il sait la réponse apparaît dans sa tête. Il n'y a pas besoin d'y penser. Donc, il y a vraiment une douance là, très forte en mathématiques. Mais comme beaucoup d'enfants doués, si vous avez déjà abordé ce sujet-là, soit dans votre travail professionnel, ben, il y a des matières pour lesquelles il n'y a pas d'intérêt. Puis dans les matières pour lesquelles il n'y a pas d'intérêt, ben, il ne donne pas d'énergie, puis il n'y a pas des bonnes notes. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a son amie Nathalie. Nathalie, elle a une meilleure moyenne que lui, mais lui, il se fait offrir d'aller dans une école de douance. Pas elle, mais elle comprend pas. Puis d'ailleurs, c'est l'extrait qu'on a en arrière. Elle lui dit, t'as 72,1 de moyenne, puis tu changes d'école, puis moi, j'ai 86,8, puis on m'a même pas demandé. Il dit, je sais pas. Elle dit, c'est pas fair. Là, lui, il dit, mais c'est parce que je suis douée en mathématiques. Elle dit, t'es douée en mathématiques? Ben, j'ai une question pour toi. C'est quoi 86,8 moins 61, moins 72,1? Il dit, c'est 14,7. Avec elle, elle répond, ben, je suis 14,7% meilleur que toi. Sauf que lui, comme il est très doué en mathématiques, il se fait offrir d'aller dans une école. Mais pour aller à cette école-là, une école spéciale, pour aller à cette école-là, il doit parcourir un trajet de 2 heures, donc il devrait devenir pensionnaire. Et en fait, ce qu'on a dans cette pièce-là, c'est le moment où Mathieu apprend qu'il est invité à aller à cette école-là. Puis, il est très excité à cette idée-là parce qu'il est très excité à l'idée d'apprendre beaucoup. Mais en même temps, il va faire des cauchemars, il va avoir peur, il va se rendre compte qu'il va perdre le contact quotidien avec sa famille, qu'il va perdre le contact quotidien avec sa meilleure amie Nathalie, qu'il va perdre le contact quotidien avec Madame Amiotte, sa professeure de mathématiques. Il y a son frère aussi, Kevin, qui est un personnage important qui, lui, est pas présent. Parce que c'est un joueur de hockey on comprend qu'il est parti jouer dans une ligue où on va jouer dans une autre ville. Puis là, il espère un jour jouer dans la LNH. Puis là, son frère lui dit, je vais venir te voir la semaine prochaine. Puis Mathieu, il dit, je serai plus là, je vais être rendu à l'autre école. Donc, il y a tous ces moments-là qu'il a l'impression qu'il va manquer. Puis il y a une anxiété qui va tourner autour de ça. Mathieu a un ami imaginaire, un personnage fictif. En fait, il y a un personnage que moi, j'ai associé à un ami imaginaire. Je pense qu'il y aurait différentes interprétations qu'on pourrait faire de ça, qui s'appelle le je ne vais pas vous dire, capitaine de l'espace. Et le capitaine de l'espace, donc, c'est un peu la personne à qui Mathieu va se référer pour poser des questions. Et le capitaine de l'espace a encouragé Mathieu à compter toutes les étoiles du ciel. Puis là, Mathieu, il se demande, mais si je compte les étoiles, j'ai commencé à compter les étoiles ici, mais quand je vais être rendu là-bas, les étoiles seront pas à la même place dans le ciel. Donc, comment je vais faire pour continuer à compter les étoiles? Puis, de fil en aiguille, Mathieu va se rendre à l'école. Mais arrivé devant l'école, il va prendre la décision que sa place à lui, c'est de rester auprès de sa famille, puis rester auprès de ses amis. Puis il dit, je vais apprendre mes mathématiques plus tard. En ce moment, ce que j'ai besoin, c'est la sécurité autour de moi. C'est un choix. Puis ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on pourrait avoir une discussion avec les élèves. Qu'est-ce que tu penses du choix de Mathieu? Pourquoi il a pris cette décision-là? Est-ce que tu prendrais la même décision? Honnêtement, je pense pas qu'il y a des bonnes puis des mauvaises réponses. Je pense que ça dépend du développement des enfants, de leurs intérêts, de ce qu'ils veulent faire. En même temps, ça aborde aussi la question de la douance, qui est une question un peu moins souvent abordée, mais qu'on a l'impression, on pense que c'est un enfant doué, il est juste bolé, puis il réussit dans tout. Mais c'est pas nécessairement ça. La douance, il peut avoir des difficultés d'apprentissage aussi associées à la douance. Donc, il y a cette thématique-là qui va être importante. Cette pièce-là, elle a été jouée
dans une grande, grande panoplie de pièces, de salles. Elle a été jouée devant toutes sortes de publics, puis c'est une pièce qui est appréciée par les jeunes. Donc, ça s'appelle Mathieu Mathématiques. Puis, ben, dans le théâtre, hein, on est dans un texte qui est aéré, qui est souvent simple à lire, il y a une oralité. On nous explique, entre autres, dans la préface, que l'auteur, c'est une pièce qui a été montée à Vancouver pour commencer, puis l'auteur a fait des résidences d'écriture dans des écoles francophones de Vancouver pour comprendre vraiment le langage des jeunes, puis essayer de transmettre ce langage-là dans la pièce aussi. Donc, il y a une langue qui est orale, puis il y a une langue qui est dans l'oralité des Franco-Canadiens aussi. Donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Euh, on me demande souvent, souvent dans mon travail, moi, des textes qu'on appelle high-low, des thématiques avancées avec une langue accessible. Si vous m'avez déjà vu en animation, je vous ai sûrement parlé de poésie. Je trouve, moi, que la poésie, c'est intéressant pour aborder des thématiques avancées, mais une langue qui est souvent très... Dans une prévision terre. Et il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Je vous demanderai si vous m'entendez d'éteindre votre micro. Alors, il y a donc aussi le théâtre. À mon avis, c'est un genre qui est très intéressant pour aborder des thématiques des fois plus avancées, mais avec une langue qui est accessible, qui est simple, qui est orale. Donc, puis on peut faire la lecture à voix haute. Dernière pièce jeunesse, mais là, moi, j'irais jusqu'au début du premier cycle du secondaire, donc je dirais septième, huitième année sans problème. Une pièce de de La Roche-Francoeur qui s'appelle Le Roi Poubelle. Cette pièce-là, je l'ai lue tout récemment et puis vraiment, le questionnement que j'avais en tête, c'est comment on pourrait monter ça sur une scène de théâtre? C'est quoi le décor? C'est quoi les éclairages? Comment on fait ça? Alors, ça nous raconte l'histoire d'une femme. Alors, on était avec des personnages adultes. Ça nous amène aussi à une pièce qu'on peut faire basculer du primaire au secondaire. On nous dit à partir de 9 ans, effectivement, les thématiques, on peut les aborder à partir de 9 ans. Mais on a des personnages adultes, donc allez-y avec les plus vieux. Vous allez avoir vraiment un intérêt, je pense, de ce côté-là, parce qu'on va parler d'écologie. On a Élise. Élise, c'est une femme qui travaille comme documentariste, qui est partie sur un navire pour faire un documentaire sur le continent de plastique. Et le navire va s'échouer, va couler. Et elle va être rescapée du continent de plastique. Donc, le continent de déchets qu'on retrouve dans l'océan, là, qui est une espèce de grand, grand, grand amas de déchets qui est tellement grand qu'on l'appelle un continent dans l'océan. Et une fois arrivée sur le continent de déchets, elle va rencontrer le roi poubelle, qui est un humain qui se rappelle pas de sa vie avant d'habiter là. Nous, comme lecteurs, on se dit, c'est pas la création spontanée, il a dû vivre avant, mais lui, il se rappelle d'ouvrir les yeux sur le continent de déchets et qui revalorise les déchets qui ont été jetés à la mer par les humains. Ce qu'on va comprendre au fur et à mesure de la lecture, qui est un peu nébuleux au début, mais qui devient très clair à la fin, c'est que Élise, elle a perdu sa mère il y a une dizaine de mois. Et sa mère était une femme qui adorait la vie, qui était très bonne vivante, qui était, tu sais, et Élise, elle est en deuil, puis elle est dans un deuil qui n'est pas encore réglé du tout, donc elle est en train de vivre ce moment-là, puis elle était partie comme documentariste sur le bateau parce qu'elle se disait, ma mère m'aurait dit, pars, va vivre ta vie, fais un projet, ça va te changer des idées. C'est pour ça qu'elle se retrouve là. Donc, Élise arrive là, le roi poubelle est un peu bizarre, un peu étrange. Au début, ils n'ont pas trop une relation ensemble, puis finalement, ben, ils vont se lier d'amitié. Mais à un moment donné, Élise a dit, je dois retourner chez moi. Puis au moment où elle veut repartir, se créer une espèce de radeau pour repartir, le roi lui dit, tu peux pas partir, tu peux pas me laisser tout seul, parce que lui s'est attaché à elle. Et elle voit un bateau dans l'océan qui déverse intentionnellement des déchets dans la mer. Et là, elle se dit, ben moi, je veux pas retourner dans ce monde-là. Finalement, de fil en aiguille, elle va se rendre compte, Élise, qu'elle appartient au monde du continent, qui n'est pas le continent de plastique, le continent de terre, puis elle va vouloir y retourner. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi comment deux personnes qui s'aiment, qui s'apprécient, qui ont développé une relation d'amitié, doivent aussi, à un moment donné, accepter qu'elles ne sont pas nécessairement, qu'elles ne font pas nécessairement partie du même monde, qu'elles ne vivront pas la même vie, qu'elles vont se séparer, peut-être pour se retrouver un autre tantôt, une autre fois, mais lui, le roi poubelle, peut pas aller vivre sur le continent. Lui, sa place, c'est là. Et ce qu'il fait, lui, sur le continent de plastique, c'est qu'il revalorise les objets en les transformant en instruments de musique.
Et il va avoir une part de réalisme magique parce que grâce aux instruments qu'il crée, il est en mesure de déterminer les vents et de déterminer les tempêtes dans l'océan. Alors, il va soit essayer de l'empêcher de partir ou essayer de lui permettre de s'en aller grâce à ce pouvoir-là qu'il a sur les éléments. On est vraiment dans la fable écologique, donc il y a toute une recherche aussi qu'on peut faire avec les élèves autour de ce continent de plastique, de la récupération, de la musique, de l'écologie. C'est vraiment très intéressant. On peut parler avec les plus vieux du métier de documentariste. Moi, je pense que ça peut donner envie à certains jeunes de devenir documentaristes parce que franchement, c'est comme l'aventure, là. Donc, d'écologie, il y a vraiment beaucoup de sujets qu'on peut aborder avec cette pièce-là. C'est une pièce qui, à mon sens, est multi-âge parce que les jeunes vont y voir vraiment cette femme-là qui vit ce deuil et qui essaie de retrouver sa vie. Puis les plus vieux, ben, il y a tous les sujets autour de l'écologie, comme je le mentionnais, du deuil, encore une fois, qu'on peut aller traiter. Vraiment, très belle pièce. Puis vous voyez là sur l'illustration en couverture ici, on a une guitare qui est faite avec un bidon d'essence. Puis c'est ça, comment on représenterait le continent de plastique? Parce que dans la pièce, on va être dans les montagnes de plastique, on va être dans les ravins de plastique, on va être dans une grotte du continent. Donc, comment on arriverait à représenter les différents lieux sur scène? Moi, je pense que juste ça, on peut faire un exercice d'écriture, un exercice d'idéation avec les élèves également. Ouf, le temps file, il nous reste une trentaine de minutes, alors je passe déjà au théâtre pour les plus vieux, pour les adolescents, mais vous voyez qu'on était déjà en train de se mouiller les gros orteils de ce côté-là. Je vous amène donc dans des pièces qui pourraient tout à fait être bien pour les ados et même, je vous dirais, tout public. Je vais commencer, ah là 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 là, je vais commencer avec, ah oui, il faut absolument que je vous parle de cette pièce-là. On était dans le deuil. Je vais rester dans les thématiques du deuil. J'en ai trois qui ont des thématiques du deuil. Je vais vous parler ici d'une pièce qui met cette fois-ci en vedette des personnages masculins. On est dans une pièce de Gabriel Robichaud qui s'appelle Le lac aux deux falaises. Alors, cette pièce-là, elle est vraiment particulière. On reste dans l'univers du deuil, on reste dans l'univers du réalisme magique aussi, mais on change carrément de type d'histoire. On se retrouve avec deux personnages. Il y a Tiga, puis il y a Pépère. Je vous avertis, là, à peu près aux trois quarts du livre, on apprend que Pépère a à peu près 50 ans, puis que c'est un vieux, un grand-père qui est très jeune. Donc, on l'appelle Pépère, mais au bout du compte, on se rend compte qu'il est assez jeune. Mais il est un peu vieux dans sa façon de vivre, en fait. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi Pépère, ça lui va quand même assez bien. Tiga, là, suivez-moi, là, il y a des affaires compliquées là-dedans. Tiga, c'est un adolescent. Il vient de perdre son père. Son père est décédé. Sa mère était décédée à sa naissance. Donc, elle a accouché puis elle est morte. Et Tiga, donc, est orphelin. Tiga, le père de son père, donc son grand-père, c'est Pépère. Vous me suivez? Génération d'hommes. Pépère, le papa, Tiga. Papa décédé. Pépère, qui est comme un ermite qui habite dans la forêt, reclus, va accueillir Tiga chez lui parce que c'est le seul membre de la famille qui reste. Puis ben, il est comme obligé un peu d'accueillir cet adolescent-là chez lui. Tiga était un garçon qui faisait de l'escalade avec son père, qui avait une bonne relation avec son père. Il est en deuil. Et Pépère est en deuil lui aussi. Bien sûr, il a perdu son fils, mais Pépère, il a perdu sa femme, qui elle aussi est décédée alors que son fils était en bas âge. Donc, et on va nous dire qu'il y a une malédiction sur cette famille-là et que les femmes meurent toutes alors qu'elles viennent de donner naissance. Et on parle donc de la malédiction sur la famille. Mais Pépère, imaginez-vous qu'il a perdu sa femme il y a peut-être 30 ans. Disons qu'il y avait 20 ans quand il a eu sa femme. Là, elle a accouché, là, elle est décédée. Lui, ça fait 30 ans qu'il est décédé. Son fils a eu le temps d'avoir un enfant assez jeune. Cet enfant-là a eu le temps de devenir un adolescent. Vous me suivez dans la chronologie, là. Pépère n'a jamais conclu ce deuil-là. Il est toujours dans un très grand deuil dépressif, je dirais, de sa femme. Il conduit plus sa voiture, il va plus au village, tu sais, il est limité dans ses activités. Et l'activité que Pépère pratique, c'est la chasse aux oiseaux. Pourquoi? Parce que, et là je vous avertis, le réalisme magique, ça commence à être compliqué. Quand sa femme est morte, devant chez Pépère, il y a un lac. Le lac était entouré de deux falaises. Quand sa femme est morte, il y a une falaise qui a disparu. Et Pépère croit dur comme fer que les oiseaux mangent les vers de terre et sans les vers de terre, la falaise ne peut pas repousser.
Donc, vous comprenez que Pépère s'est inventé une espèce d'histoire comme ça pour comprendre, pour justifier, pour entretenir son deuil. Et il va à la chasse aux oiseaux. Il va initier euh, Tiga à la chasse aux oiseaux. Là, vous allez me dire, OK, mais le lac aux deux falaises, y a-tu juste deux personnages? Il y a un personnage féminin. Le personnage féminin s'appelle la fille du lac. La fille du lac, c'est un personnage qui apparaît à Tiga, mais c'est un personnage évanescent, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours certain à savoir si Pépère la voit. On peut imaginer qu'elle est vraiment dans l'imaginaire de Tiga. Pépère la soupçonne, il soupçonne qu'elle est là, donc il comprend là, que son petit-fils, il y a cet ami imaginaire-là à qui il parle, avec elle, Tiga va pouvoir parler de ses craintes, de ses peurs, etc. Il va arriver une série d'événements et de fil en aiguille, Tiga va comprendre en discutant avec la fille du lac que, en fait, tu sais, pour survivre, il peut pas juste rester là avec Pépère. Il doit, à un moment donné, reprendre possession de sa vie. Et ce qu'il aimait faire avec son père, c'était de l'escalade. Alors, la fille du lac va l'inciter à aller gravir la falaise qui reste, sur le dessus de laquelle il y a les croix, la croix de sa grand-mère, puis la croix de sa mère. Donc, les sépultures. Et donc, il va aller gravir cette montagne-là. Puis plus il va monter, plus il va prendre, dans le fond, son envol, plus il va prendre son indépendance. Et au moment où il arrive au bout de au haut de la falaise, après avoir dit adieu à son grand-père, c'est un départ qu'il décide de faire, ben, l'autre falaise va repousser. Donc, c'est vraiment une métaphore, en fait, sur la fin du deuil. C'est une pièce de théâtre, comme il y a du réalisme magique, il faut signer le contrat. Il faut accepter qu'on est dans cet univers-là du réalisme magique. Mais c'est une pièce de théâtre qui peut être très, très pertinente pour travailler justement les situations métaphoriques. Comment on représente une situation par le réalisme magique pour permettre aux lecteurs de comprendre sans tout leur expliquer. Alors, pour ça, il y a vraiment un intérêt pédagogique, je trouve, qui est important. Et sans compter que ben, c'est des émotions fortes, encore une fois, qui sont vécues, hein, le deuil, la perte, l'espoir aussi qui est véhiculé. Je vais vous lire un petit extrait ici, donc, où, parce que Tiga, il n'est pas nécessairement content là, d'être chez Pépère, fait que Tiga, il nous explique, il écrit une lettre à son grand-père un peu pour se défouler, parce qu'il veut un petit peu là, se mettre, tu sais, faire sortir ses émotions. Ça s'appelle chapitre 9, Les raisons pour lesquelles c'est de la marde, vive ici. Cher Pépère, suite à la rédaction de tes règles, parce que c'est vrai, Pépère lui avait écrit des règles sur comment vivre ensemble à la maison. Alors, suite à la rédaction de tes règles, j'ai décidé de t'écrire une lettre que je te lirai jamais parce que ça te ferait sûrement de la peine. Puis t'as beau m'écœurer rien qu'en masse, ça m'écœurerait encore plus que tu sois triste. Mais je te l'écris quand même pour me défouler. Puis parce que je crois que tes règles poches méritent au moins une réponse. En tout cas, j'ai appelé ça les raisons pour lesquelles c'est de la merde, vive ici. Et ça va comme suit. 1. J'ai jamais voulu vivre ici. 2. J'ai pas le choix de vivre ici. 3. Je peux pas ne pas vivre ici. 4. Tout est fermé ici. Sinon, 4.1, tout est sur le point de fermer ici. 5. Il n'y a pas de jeunes ici. Tout le monde s'en va, sauf 5.1, moi. 6. Il n'y a personne qui voit un avenir ici, même si 6.1, il devrait, me semble, parce que 6.2, c'est important d'espérer. 7, il faudrait vraiment que tu te pognes une job ou que tu t'en crées une parce que 7.1 à 51 ans, tu es trop jeune pour pas avoir de vie comme tu n'as pas de vie. Puis 7.1.1, ça pourrait être bien même que tu décroches de l'affaire de mes mères puis que tu trouves une autre blonde parce que ça fait 34 ans puis l'affaire de la falaise qui repousse, il y a juste toi qui y crois. 7.1.2, ça reste quand même beau de te voir aller puis de t'entendre l'aimer. Ouais, c'est clair que je te lirai jamais ça. Finalement, 8, je suis tannée d'être écœurée de tout, même si 8.1, je sais que je m'aide pas. 9, je suis tannée que tout ait l'air, je suis tannée que tout ait l'air de mourir autour de moi. Puis 10, je veux me donner la chance de vivre jusqu'au bout. Ah, puis c'est pas un top 10 de mes raisons, ça finit juste de même. C'est beau, hein? Vraiment, là, il y a cet espoir, cette colère, cette compréhension. Comment on peut, des fois, haïr quelqu'un puis l'aimer en même temps? Je trouve que tout est résumé dans cet extrait-là. Vraiment, on pourrait demander aux élèves pourquoi c'est 10 raisons pourquoi c'est de la merde de vivre ici ou 10 raisons pourquoi vous êtes heureux d'être dans notre école si vous avez une approche un peu plus positive. Mais quand même, un exercice d'écriture à 10 raisons pourquoi c'est de la merde d'être ici, ça peut vraiment susciter des conversations intéressantes avec vos élèves.
Encore une fois, je vous amène dans un autre univers. On reste dans l'univers d'une figure maternelle cette fois-ci. Là, promis, après ça, on sort un petit peu du deuil là, pour aller vers d'autres thématiques. Mais c'est une thématique, je pense, qui est importante puis qui est intéressante aussi. C'est une pièce de Mélanie Léger, cette fois-ci. Mélanie Léger, donc, elle est dramaturge, scénariste, réalisatrice et comédienne. Et elle nous propose une pièce qui s'appelle Tsunami. Donc, publiée encore une fois dans la collection là, Prise de parole, théâtre ado. Alors, Tsunami nous met en scène un personnage qui s'appelle Élodie et qui a 15 ans et qui va vivre un véritable tsunami quand elle apprend que sa mère est atteinte d'un cancer et d'un cancer qui est incurable. Si d'ailleurs, ça me fait penser à un roman que vous avez peut-être eu la chance de lire, qui a été publié aux éditions de La Courte Échelle, qui s'appelle Cancer ascendant autruche de Julie Champagne, il y aurait vraiment une mise en parallèle super intéressante à faire. En plus, une pièce de théâtre, ça se lit rapidement. Donc, si jamais vous avez ce roman-là qui est à l'étude, ça serait vraiment intéressant de faire la comparaison des thématiques entre les deux pièces. C'est deux façons différentes de traiter d'un même sujet, mais je trouve que c'est intéressant de montrer aux élèves que c'est pas parce qu'un sujet a déjà été utilisé qu'on peut pas écrire à nouveau là-dessus. Il y a plein de façons d'aborder un sujet, d'aborder quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, Élodie, elle vient d'une famille où la mère est francophone et le père est anglophone, donc il faut s'attendre à avoir des passages qui sont en anglais avec le personnage de Father, puis des passages en français. C'est majoritairement en français la pièce de théâtre. Elle apprend donc que sa mère est atteinte d'un cancer et ben, que ce cancer-là, il ne pourra pas guérir. Élodie va aller trouver du réconfort auprès de sa grande tante, tante Ida, qui est une femme un peu excentrique et qu'on dit aussi possédant un don de voyance, donc elle est capable de voir un peu ce qui se passe. Puis Ida, ben Mélodie, elle lui dira pas que sa mère est malade, mais Ida, elle l'a deviné. Donc Ida, elle devine les choses que vivent les autres. Puis, comme son père est anglophone et sa mère est francophone, il y a l'enjeu des langues dans la famille. Puis Élodie, elle va décider que pour entrer en relation avec eux, il faut qu'elle aussi, elle apprenne une langue qu'eux, ils parlent pas. Puis elle va décider d'apprendre et là, je veux pas vous dire de bêtises, j'aime pas ça, pas bien prononcer les noms, le Wolastoqey, la langue qui est parlée par les personnes malicites. Et elle veut apprendre le Wolastoqey. Elle va d'ailleurs demander à son amie Claudia de l'apprendre avec elle. Et ils vont comme ça se faire cette espèce de projet fou-là. Sa mère a 1 an à vivre. Elle dit, il faut que j'apprenne la langue à l'intérieur d'un an. Sauf que de fil en aiguille, finalement, c'est plus 1 an, c'est 3 mois qu'elle a à vivre parce que la maladie progresse très rapidement. Et rapidement, mais c'est plus 3 mois, c'est 1 semaine qu'elle a à vivre. Puis Élodie, elle se rend compte qu'elle ne pourra jamais apprendre une langue en 1 semaine. Et donc, ce rêve-là ne peut pas devenir son rêve. Élodie, elle avait un voyage à l'étranger qui était prévu avec l'école pour une activité parascolaire qu'elle fait, puis elle veut pas le faire parce que c'est comme si elle se donnait pas le droit de vivre des activités plaisantes dans le contexte actuel. Et donc, toutes ces réflexions-là vont entrer en ligne de compte. Puis, ben, vous pouvez vous imaginer que au moment de perdre sa mère, ben, elle va comprendre que sa mère voudrait qu'elle vive sa vie de façon heureuse, puis qu'elle vive au maximum pour passer au travers du deuil, mais aussi pour avoir une vie qui lui appartient. Il y a une scène d'ailleurs qui est très touchante parce que Élodie se rend compte que sa mère ne survivra pas jusqu'à Noël. Alors elle décide de lui organiser son dernier Noël. Alors elle va réunir ses amis, sa famille dans la chambre d'hôpital. Puis sa mère, elle badine, elle fait des blagues autour de sa maladie. Puis Élodie, elle trouve ça un peu confrontant que sa mère s'amuse de cette thématique-là. Donc c'est vraiment une très belle pièce qui nous montre aussi comment le père et Élodie vont traverser ce deuil-là. Et je vais vous lire un petit extrait où il est question de Tante Ida. Alors, elle va cogner chez Tante Ida. La porte, ah oui, puis c'est important de savoir que c'est une particularité de cette pièce-là. Il y a une narration. Élodie raconte son histoire au public et pendant qu'elle raconte, il y a des scènes qui se jouent. Alors, Élodie, donc, raconte, mais je suis allée chez ma tante Ida, puis là, on la voit interagir avec Ida, puis après, elle continue à raconter au public. Et ça, c'est représenté par un alinéa dans la page. Alors, vous avez ici la narration, puis vous avez ici les scènes qui se jouent. On pourrait même imaginer, si on faisait une mise en scène, d'avoir deux personnages qui jouent Élodie pour qu'on ait
Élodie, la narratrice, puis Élodie dans les scènes, ou ça peut être le même personnage qui joue les deux rôles. Elle s'arrête devant la porte de Tante Ida. La porte 203 s'ouvre grande, comme par magie. Elle est là, au fond du salon, assise dans un fauteuil. Et Ida dit, Élodie, ma belle Élodie. Élodie dans la narration. Ida, c'est pas ma vraie tante, c'est ma grande tante. Avec elle, j'ai toujours senti une connexion spéciale, comme si elle me comprenait sans que j'aie besoin de parler. Quand j'étais petite, c'était la seule qui avait le droit de me chatouiller en dessous des pieds puis de me beurrer la face avec son rouge à lèvres. Dans la scène, Élodie, bonjour ma tante. Ida, Élodie, ma belle Élodie, je t'attendais. J'ai fait des petits pains que t'aimes juste pour toi. Je viens de les sortir du four. Élodie, comment vous saviez que je viendrais vous voir? Ida, ben voyons, je l'ai senti. Hier, je parlais à Plumpy, puis je lui ai dit que tu viendrais nous voir. Hein, Plumpy, que je t'ai dit ça? Narration. Je tourne les yeux vers la grosse bibliothèque pleine de livres et je regarde Plumpy. Un aigle empaillé. Le bec ouvert comme s'il était en train de crier, les ailes tendues. Quand j'étais petite, il me terrorisait. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Plumpy. Donc, vous voyez, malgré les thématiques qui sont dures, il y a des clins d'œil qui sont quand même rigolos. Là, on imagine la tante assez excentrique avec son aigle, qui est la seule personne à qui elle parle. Donc, on a vraiment comme ça une mise en scène aussi qui va donner des petites respirations. C'est un autre élément qu'on trouvait aussi dans Cancer ascendant Autruche. Je pense que c'est souvent une thématique, une façon qui va nous permettre de passer une émotion qui est forte avec des moments un peu plus légers. C'est une pièce vraiment très sensible. Puis pourquoi ça s'appelle Tsunami? Ben, c'est l'effet que ça a dans sa vie, l'effet d'un tsunami, mais elle va faire le parallèle aussi avec un tsunami qui a eu lieu et qui aurait laissé vivante une seule femme de sa communauté qui a été retrouvée vivante d'une île, qui habitait sur une île, qui serait la seule survivante de cette île-là et qui parlait une langue que personne ne pouvait comprendre. Alors, même si elle était l'héritière de cette culture, elle ne pouvait pas la communiquer. Et à la toute fin, au moment où Élodie va commencer là, à se sortir la tête de l'eau de ce deuil-là, ben, on apprend que cette femme survivante, lorsqu'elle a été trouvée, elle était enceinte. Donc, il y a cet espoir-là de l'avenir et du futur qui est représenté par voie métaphorique par la survivante du tsunami. Si vous avez des questions, des commentaires, moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors là, c'est un bon moment. Si vous voulez poser une question, dire un commentaire, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vous écoute pendant que je bois de l'eau. Sinon, inquiétez-vous pas, j'en ai plein d'autres, des pièces de théâtre comme ça à vous présenter. J'espère que ça vous stimule, là, que ça vous donne des idées de pièces que vous pourriez utiliser avec les élèves. Je vous en présente une autre, celle-ci, une pièce à deux personnages. Vraiment, là, l'Anne-Marie Fortin, adolescente, aurait capoté sur cette pièce-là parce que c'est des émotions extrêmement vives, puis ça parle d'amour. Alors moi, je suis une grande romantique. Alors, c'est sûr que cette pièce-là m'aurait touché droit au cœur. C'est une pièce de Véronique Marie Kay qui s'appelle Afghanistan. Vraiment une pièce à découvrir, je pense, un texte qui pourrait toucher vos élèves. On est avec deux personnages, Jim et Axel, que vous voyez sur la couverture. Jim est un jeune homme immigrant, donc qui a immigré avec sa famille. On ne sait pas exactement d'où il vient. Il ne vient pas d'Afghanistan nécessairement. Vous allez voir le lien avec ce pays plus tard. Donc, Jim a immigré avec sa famille, une famille qui a fui la guerre, qui a fui les conflits armés pour trouver refuge. Et ben, comme c'est souvent le cas, hein, des parents qui vont fuir comme ça un milieu, c'est pour offrir un meilleur avenir à leur enfant, pour permettre à leur enfant de vivre dans un milieu en paix. Les parents arrivés au pays ont acheté un salon de quilles et la pièce se déroule dans le salon de quilles. Donc, qui est possédé par les parents. On comprend qu'ils ont immigré il y a peut-être, je sais pas, une quinzaine d'années. Jim a 17 ans, 18 ans, donc il vient d'avoir 18 ans, donc il est immigré quand il était tout jeune. Dans une fête qui a eu lieu 8 mois plus tôt, Jim et Axel se sont rencontrés. Axel, vous la voyez ici, c'est une jeune fille qui avait 17 ans à l'époque et elle, son rêve, c'est de faire partie de l'armée puis d'aller se battre dans les combats armés. Donc, elle a vraiment là, ce désir-là de devenir soldate puis de sauver la nation. Puis, pour faire le bien, tu sais, l'idée, c'est d'aller faire le bien, d'aller apaiser les conflits, mais dans la méthode de l'armée, donc en allant se battre sur le front.
Lorsqu'ils se sont rencontrés, c'était une fête. Pendant la fête, ils se sont éclipsés. Est arrivé ce qui devait arriver. Ils ont eu un rapport sexuel et très bien, très consentant. Tu sais, il y a pas de thématique là, de ce côté-là. Et Axel n'a jamais donné signe de vie à Jim par la suite. Mais Jim est follement amoureux d'elle, il voudrait la revoir. Tellement qu'il a décidé lui aussi de s'enrôler dans l'armée parce qu'il s'est dit, si je fais partie de l'armée, elle va peut-être être intéressée par moi. Et Jim, ben, à un moment donné, c'est son tour de partir. Là, il a 18 ans. Il s'est enrôlé comme cuisinier dans l'armée. Puis là, il va partir dans une semaine ou dans quelques, même le jour même, en fait, il va partir pour sa première mission. Il a essayé de recontacter Axel à plusieurs reprises, puis elle lui a pas répondu. Mais à un moment donné, il lui laisse un message. Il dit, là, c'est la dernière chance, moi, je m'en vais. Je me suis pris dans l'armée, puis j'ai été pris dans l'armée, puis je m'en vais. Et elle accepte de venir le voir pendant 1 heure. Et c'est ça la pièce. C'est l'heure qu'Axel et Jim passent ensemble dans le salon de quilles des parents de Jim. Ils sont seuls. Et évidemment, vous avez peut-être deviné, mais Jim se rend compte qu'Axel est enceinte de 8 mois. Alors, Axel est tombée enceinte de Jim. Et là, il y a une panoplie de sujets très intéressants qui vont arriver en ligne de compte parce que Axel, elle serait partie au front malgré qu'elle était enceinte. Jim lui dit, tu peux pas faire ça, tu portes la vie, tu as une responsabilité envers l'enfant que tu portes. Il dit, pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que Axel, son objectif, elle, c'est de donner l'enfant en adoption puis de partir dans l'armée. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Moi, je m'en serais occupée, mes parents s'en seraient occupés, moi, je m'en vais dans l'armée, mes parents vont me perdre, ça ferait un autre enfant pour mes parents. J'ai mon rôle j'ai mon mot à dire aussi parce que je suis le père de cet enfant-là. Et là, vous voyez tous les sujets vraiment intéressants qu'on pourrait aborder avec les adolescents au niveau de la responsabilité, au niveau des droits aussi que chacun des parents peuvent avoir. Et je vais vous lire un extrait parce que c'est aussi un, un sujet au niveau du féminisme là, qui va être abordé. Donc, je vous lis un extrait où Jim, il trouve qu'Axel, elle pourrait pas aller dans l'armée enceinte, voyons donc. Puis elle trouve que c'est sexiste qu'elle n'ait pas pu y aller malgré qu'elle était enceinte. Donc, Axel va lui dire, je voulais te dire que quand j'ai compris que j'étais enceinte, je l'ai appelé le recruteur pour m'assurer qu'il pouvait me prendre quand même. Il m'a dit que, bon, je devais attendre. Un jour, je veux y aller en Afghanistan ou au Darfour ou en Irak, un pays où ça va mal. Quand j'avais 16 ans, j'aurais pas pu faire partie des forces de réserve, mais je voulais la vraie armée. À 17 ans, non, quand j'avais 16 ans, j'aurais pu faire partie des forces de réserve, mais je voulais la vraie armée. À 17 ans, j'aurais pu m'enrôler, mais ma mère voulait pas signer. Le Jim, il dit, elle est comme mes parents, elle veut pas te perdre. Axel a dit, elle n'est pas du tout comme tes parents. Elle s'est toujours débrouillée toute seule. C'est elle qui m'a dit, c'est pas mon problème. Alors, j'ai été obligée d'attendre mes 18 ans. J'ai attendu et maintenant, je dois attendre encore. Jim, toujours exaspéré, tu voulais aller en Afghanistan enceinte? Axel, en souriant, pourquoi pas? Là-bas, ils ont une guerre très polie. Personne ne tire sur les femmes enceintes. Avec un sourire, elle lui dit, ni sur les cuisiniers, paraît-il. Jim, qui en revient toujours pas, avec un bébé dans le ventre, avec mon bébé dans le ventre, tu voulais aller te faire tuer en Afghanistan. Axel, ce que tu dis là, Jim, c'est de la discrimination. Jim, il dit de la quoi? Axel, je trouve que c'est politiquement incorrect d'obliger les femmes enceintes à rester chez elles, prisonnières dans leur propre appartement. Jim, n'en revenant toujours pas, voyons donc, quand une femme est enceinte, elle a la vie, je veux dire, elle a 2 vies. Axel, et puis alors? Jim, si ta vie à toi ne compte pas, c'est pas juste pour le petit bébé. Axel, le corrigeant, le fœtus. Jim, le fœtus bébé qui n'a pas demandé la guerre. Axel, oui, mais moi, j'avais pas demandé le bébé. Alors vraiment, là, la thématique peut être super intéressante pour ouvrir une discussion avec les élèves. Je vous donne pas de bonnes, de mauvaises réponses, hein. C'est vraiment la discussion qui peut naître dans le groupe. Il y a cette thématique-là aussi, mais il y a aussi toute la thématique de l'immigration qui va entrer en ligne de compte. Il y a la thématique de qu'est-ce qu'on fait par amour pour quelqu'un, hein? Parce que prendre une décision comme ça, c'est pas Jim va partir à la guerre parce qu'il voulait se rapprocher d'elle. Alors, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on devrait aller dans notre implication, dans notre dévotion envers quelqu'un. Et ben, c'est 1 heure. Alors, au bout d'1 heure, il doit partir et il se quitte comme ça. Et
la conclusion, ben, c'est la conclusion qu'on va pouvoir imaginer après cette rencontre-là. Donc, il n'y a pas de conclusion complètement finale. Est-ce qu'un jour ils se reverront? On ne le sait pas. On pourrait d'ailleurs faire l'exercice de imaginer ce qui arrive dans la vie de chacun des personnages, je dirais peut-être après 1 an, après 2 ans, où est-ce qu'ils en sont rendus 2 ans plus tard. Ça ferait un bel exercice soit d'exposé oral ou un exercice d'écriture. Puisqu'on a vraiment, c'est comme une photo, hein, une tranche de vie, 1 heure dans la vie de ces personnages-là. Puis ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans cette pièce-là, c'est comment, dans une pièce de théâtre qui se passe aujourd'hui dans le présent, on arrive facilement à nous raconter ce qui s'est passé 8 mois plus tôt. Donc, comment on fait un retour en arrière sans montrer ce qui s'est passé, mais en nous le racontant, le processus narratif est très intéressant de ce point de vue-là. Vraiment une pièce, comme je vous dis, moi, adolescente, j'aurais voulu débattre, discuter, échanger des idées. Vous avez, entre autres, le développement de la pensée critique, hein, qui peut passer aussi par le biais de cette pièce-là, puisque la pensée critique, on demande aux gens, aux jeunes, de faire valoir leur opinion et de rester ouverts à l'opinion des autres, puis à construire une nouvelle opinion par rapport aux arguments qui ont été donnés. Donc, on est obligé de rester l'esprit ouvert dans ce temps-là. Ça pourrait être une pièce très intéressante pour ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vous présente maintenant? J'en ai d'autres pour vous. Tiens, j'aurais envie de vous présenter. Là, on sort des sentiers battus, on s'en va ailleurs. C'est une pièce, pardon, qui s'appelle Bouée. On change de sujet. On change de couleur. Rose. Bouée de Céleste Godin. Céleste Godin est artiste pluridisciplinaire du Nouveau-Brunswick. C'est une personne qui utilise les pronoms IL, donc non-binaire, et qui va donc nous proposer ici une pièce en chiac. Alors, la langue va être très importante. Il y a beaucoup d'emprunts de l'anglais, la langue française. D'ailleurs, c'est très intéressant comment la langue est utilisée dans cette pièce-là. Et l'idée de Bouée, je trouve que, encore une fois, je vais vous lire ce qui est écrit à l'endos parce que ça explique très bien l'idée de la pièce. Donc, on nous dit, à l'exemple des disques d'or transportés à bord des sondes spatiales Voyager en 1977, que placerions-nous aujourd'hui dans une capsule temporelle interstellaire pour représenter l'humanité? Eh là, vous pouvez le faire avec les élèves, là, c'est sûr. Puis ça pourrait être avec les petits, sans nécessairement aller vers la pièce, comme avec les plus vieux. Qu'est-ce qu'on placerait aujourd'hui pour représenter une photo de notre époque? On veut une photo de notre époque. Quelle musique on mettrait là-dedans? Quels objets on mettrait là-dedans? Quel événement historique on placerait? Tu sais, est-ce qu'on parlerait des conflits qui opposent les guerres tarifaires entre les États-Unis et les autres pays? Est-ce qu'on le mettrait ou on aurait le goût de ne pas s'en rappeler? C'est des bonnes questions à se poser aussi, hein. Qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans notre bouée interstellaire, notre capsule interstellaire temporelle? Ben ici, on a une série de personnages qui viennent donc témoigner de leur époque, d'une époque qui serait contemporaine. C'est une pièce qui demande peut-être un petit peu plus d'analyse, notamment parce que vous avez des personnages ben, pas des personnages, mais des sections qui reviennent une après l'autre. Alors, c'est un peu comme si on avait une courte pointe composée de tuiles qui se répètent. Donc, il y a des bleus, des rouges, des jaunes, des bleus, des rouges, des bleus, des jaunes. Et comme ça, ben, le bleu revient de temps en temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça fait en sorte qu'il y a des sections de pièces qui reviennent à différents moments des monologues, en fait, des types de monologues qui reviennent à différents moments de la pièce. Je pense que si on pouvait... Oh, je pense qu'on a un Je l'ai micro. pas inventé, mon ami. Moi, j'ai Je vais vous demander si votre micro... Voilà, je pense que j'ai trouvé mon micro. Alors, on a donc comme ça, je pense donc, c'est ce que j'étais en train de dire, je pense que si on avait vraiment différents lecteurs, alors dans votre groupe, vous choisissez des lecteurs, certains lecteurs qui vont être associés au passage qui s'appelle Multiversary 1, donc les multivers. Alors là, c'est un personnage qui, c'est comme s'il se promenait d'un univers à l'autre. Vous avez un lecteur qui raconte les autres, un autre type de section. Ça serait plus facile comme ça de faire le lien entre les différentes sections. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est que chacun des chapitres
témoigne d'un souvenir, d'une partie, d'un élément, soit de l'enfance de la personne qui raconte ou de son présent. Je vais vous lire un extrait, je pense que ça va être encore plus simple. Et je vous rappelle qu'on est dans la langue chiac. Ça s'appelle Trekking Along. At some point, l'acteur fait casually le Riker maneuver. J'ai passé mon enfance in space. Ça a dû commencer par les Muppets qui visitent la planète Gonzo, j'imagine. Ou maybe les Jetsons et leur robotified maison. Il y a eu les glow-in-the-dark étoiles sur mon plafond et le télescope reçu à Noël. Puis ça continue from there. J'ai Hitchhiker's Guidé, mon Dieu, je vais l'avoir. J'ai Battlestar Galactiqué, j'ai Starmanie, j'ai Mario Galaxié, Alloé et Hyde Byte Space Invadé. J'ai prequelé et sequelé et trilogié, j'ai tout watché. Des fois, c'était dur d'être ici, alors j'ai préféré penser à être là-haut. Je me suis dit qu'un jour, j'irai là-bas, j'explorerai là loin, mais j'existe là ici et là maintenant, so it ain't gonna happen. Il n'y a pas de Planet Express Delivery à Etheria ou Arrakis ou Monstar. Il n'y a pas de Stargate ou de Betelgeuse 5 à visiter. Il n'y a même pas de Space BNB à louer. Puis c'est too bad, mais c'est OK because je peux aller in space anytime and I do. Je suis peut-être prise ici, mais au moins sur ma planète, il y a du Star Trek. Voyager, Enterprise, Deep Space Nine, Kirk, Pike, Picard, Janeway, Cisco, Archer, Seven of Nine, Kira, Nerys, Lwaxana, Troy, Data, Guinan, Nelix, Quark, Dominion Dilemmas de Q Continuum, Trouble. J'ai quasiment 1000 heures de Trek à me réfugier dedans, puis je peux pas m'empêcher d'y retourner. Comment résister à cette utopie? C'est un pas pire défi à lire quand même à voix haute. Je vous mets au défi de le lire aussi devant un groupe. Je trouve que c'est un excellent exemple pour dire aux jeunes, pour écrire de la poésie, pour écrire du théâtre, on peut partir vraiment de nos intérêts, de ce qu'on aime. C'est un peu geek, là, toute l'espèce d'étalage de connaissances des littératures de l'imaginaire ou des émissions qui appartiennent à la science-fiction, mais ça peut faire partie d'une œuvre littéraire. Je voulais un dernier extrait. Je sais que je vais dépasser un petit peu le temps, mais je voulais un dernier extrait. Ça s'appelle Potentiel. On est tous faits de star stuff, même les éléments qui se ressemblent pour faire des astéroïdes et des planètes gazeuses et des comètes. Je vais recommencer. On est tous faits de star stuff. Les mêmes éléments qui se rassemblent pour faire des astéroïdes et des planètes gazeuses et des comètes se trouvent dans nous. Les atomes existent depuis le Big Bang, se collent et se décollent et se recollent dans les nouvelles configurations. Et une partie de ces atomes-là se sont un jour retrouvés en forme de moi. Sorry aux électrons qui avaient de plus grandes ambitions, qui auraient pu être un champ de fleurs ou un train à haute vitesse ou au moins un faisan or something. But vous êtes stuck avec moi, et moi aussi. Comment est-ce possible que je suis à la place dans l'univers où il y a le plus de vie et que je me sens aussi alone? C'est-tu poétique ou juste pathétique? À découvrir, Bouée de Céleste Godin. Aujourd'hui, donc, on a pris le temps de découvrir plusieurs pièces de théâtre qu'on peut trouver aux éditions Prise de parole. On pourrait se faire une autre présentation complète avec leur corpus en poésie ou leur corpus en roman. Si jamais vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur la poésie, sur le roman, contactez-nous parce qu'on peut vous organiser une présentation pour vous avec ces corpus-là. Puis il y a même d'autres pièces de théâtre qu'on peut découvrir dans leur corpus. C'est vraiment très, très vaste. Qui sait, peut-être qu'on en fera une autre journée comme ça avec la poésie, le roman, ça pourrait être intéressant. Mais le temps qui nous était consacré pour cette présentation-là est déjà écoulé. J'espère que vous avez découvert, autant pour les jeunes publics que pour les adolescents, des pièces qui pourraient être intéressantes à mettre entre leurs mains, à monter avec eux, à lire en groupe. Je pense que c'est vraiment un genre littéraire qu'il faut mettre de l'avant pour la lecture à voix haute, entre autres, puis pour toutes les thématiques qu'on peut trouver dans ces pièces-là. Alors, je vous remercie pour votre participation, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.